il est aussi le produit de l'émergence de nouvelles forces progressistes qui ne font pas partie de la coalition de gouvernement. La question qui se pose, c'est de savoir si elle va réussir. Ce n'est pas la première fois qu'au Chili, le gouvernement, le président de la République, essaie d'ouvrir un nouveau cycle. Le président Lagos, qui a gouverné le pays à partir de l'année 2000, il voulait aussi être plus le premier gouvernement du XXIe siècle que le troisième gouvernement de la concertation. Je crois qu'il n'a pas réussi. Madame Bachelet aussi, elle voulait ouvrir pendant sa première administration un nouveau cycle, elle n'a pas réussi non plus. Moi je vois que cette fois c'est la tentative la plus sérieuse, parce qu'il y a de nouveau, il y a une situation aussi nouvelle. Or, il faut le dire, je vois qu'en ce moment il a affaire avec une situation qui est délicate. Ce sont des questions tout à fait connues dans la politique. Peut-être pas avec l'intensité au Chili qui est dans d'autres pays. Ce sont les questions de financement de la politique, les questions de trafic d'influence, information privilégiée. Ça, aujourd'hui, c'est la question sur laquelle est centrée l'attention des médias, des partis politiques, de l'opinion publique. Moi, je vois que, en tout cas, le Chili, Mme Bachelet, elle a encore les moyens pour s'en sortir. J'espère qu'on puisse arriver les conditions permettant une sortie par le haut. Une sortie par le bas, ça pourrait être une sortie tout à fait conservatrice. Le retour à ce qu'on a appelé auparavant la démocratie des accords, un peu business as usual pendant la transition. Il pourrait y avoir, par contre, une sortie par le haut. Cette sortie par le haut, ça suppose qu'on arrive à établir une séparation très nette entre politique et business. C'est très facile de le dire, c'est très difficile de le faire. Et essentiellement un nouveau système de règles. Parce que ça, c'est une particularité aussi de la transition chilienne. On garde encore le système de règles hérité de la dictature. Et ce système, il s'exprime dans la Constitution de 1980, qui a été imposée par Pinochet. C'est une constitution qui a subi, c'est vrai, énormément de réformes, mais qui, à mon avis, continue à être la Constitution de Pinochet. C'est une constitution autoritaire, centraliste et néolibérale. Et pour cela, il faut avoir une volonté politique forte, de façon à créer les conditions pour changer, c'est-à-dire la Constitution, faire intervenir les peuples. Je crois que le seul moyen de le faire, c'est par le biais d'un référendum, dans lequel ce soit le peuple du Chili qui puisse décider s'il ne veut pas une nouvelle Constitution et les moyens pour y parvenir. Ça sonne simple, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Et j'arrive à mon dernier point. Et je reviens à la question initiale. Je disais que le cycle exceptionnel est fini, il y a un nouveau contexte international, il y a de nouvelles demandes. Conclusion, on ne peut pas continuer à faire comme avant. Il faut faire quelque chose d'autre, il faut changer les cap. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie. Laquelle? C'est une question difficile. Moi, je voudrais tout juste donner quelques pistes. Tu vois que sur le plan économique, il faut absolument reprendre les chemins de l'industrialisation des pays. On ne peut pas continuer avec cette tendance à la réprimarisation des économies. Une industrialisation permettant l'incorporation d'une plus grande valeur ajoutée. Mais, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas l'industrialisation classique. Il faut assumer le fait que notre principal avantage, c'est notre dotation de ressources naturelles, mais qu'on peut très bien penser par exemple à
l'expérience de la Suède, Finlande, l'Australie, en essayant de développer une industrie qui soit beaucoup plus basée sur les matières premières, mais en essayant d'ajouter de la valeur. Mais pour cela, il faut quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est une nouvelle alliance sociale, une nouvelle alliance politique. C'est une alliance pour la production, qui soit capable de subordonner les finances aux nécessités de la production. Dans la plupart de nos pays, tous les gens, les plus pauvres aux entrepreneurs, même les plus riches, travaillent pour les banques. Les banques sont de loin le secteur qui a les profits les plus élevés, parfois exorbitants. Il faut, dans l'économie moderne, avoir un bon système bancaire, il faut avoir un système financier. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que toutes les activités productives soient subordonnées aux nécessités des finances. On doit essayer d'inverser cette relation, mettre les finances au service de l'activité productive. Pour cela, je crois pour faire un lien avec l'histoire économique de l'Amérique latine, je vois qu'il faut une espèce de nouveau desarrollisme. Le desarrollisme en Amérique latine, c'est le processus suivant lequel s'est produit l'industrialisation de nos pays. C'était pendant les années 40, les années 50, c'était une période riche en Amérique latine. Mais je crois qu'il faut penser à nos desarrollisme. Mais pour cela, comme les choses en économie ne se font pas toutes seules, il faut aussi passer par un processus de réforme politique. Et ça passe pour une réforme politique assez profonde. Je vois qu'il est tout à fait indispensable d'améliorer la qualité de la politique. Ça, c'est une question claire en Amérique latine. Il faut d'abord essayer de construire, je pense qu'on dit en français, une muraille chinoise, une séparation. La muraille de Chine entre la politique et les affaires. Ça, c'est vraiment une question délicate que dans nos pays est en train de tuer la démocratie. Il faut aussi, et c'est aussi très difficile, des réformes permettant de dépasser ce qui est la tradition politique historique de l'Amérique latine. C'est la tradition de Caudillos. C'est le fait que le système politique dépend de la volonté de cette personne. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui tue la démocratie. Comment on peut le faire? C'est très difficile. Je crois qu'il faut essayer de dépasser le présidentialisme excessif, qui est un héritage finalement de l'indépendance. C'est une mauvaise copie du système politique américain. Il nous faut de cette culture plus horizontale. Il faut un plus grand équilibre entre les différents pouvoirs. Autrement, le Parlement sera toujours très mal inséré dans l'institutionnalité de nos pays. Voilà donc, je crois que, pour la résumer, on est dans une nouvelle situation. Ce cycle exceptionnel est fini. La question est très difficile parce qu'il faut des changements profonds. Mais les conditions politiques permettant que ces changements puissent être mis en œuvre, ce sont des conditions politiques très difficiles de réunir. Voilà donc, à mon avis, le principal défi économique et politique de l'Amérique latine aujourd'hui. Et au merci. Merci pour cet exposé extrêmement riche, stimulant et tout de suite on a envie de discuter. Donc on va passer la parole à Sébastien Leluche. C'est à vous d'ouvrir le feu. Ne pas ouvrir le feu quand on carre, mais ouvrir le feu les idées qui méritent de discuter, qui sont nombreuses dans ce que vient de dire Carlos Ominami. Merci Alain, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, je remercie Carlos Ominami pour ce petit cours extrêmement stimulant, extrêmement provocant, extrêmement concis en même temps, qui réussit à faire le tour du continent
en 40 minutes, honnêtement 80 jours dans 40 minutes. Et je rappelle qu'il est actuellement, Carlos Ominami, professeur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, où nos étudiants ont la chance de pouvoir l'écouter, développer plus en détail les points qu'il vient de nous résumer ici dans cette belle conférence. Moi, je voulais peut-être poser quelques questions ou lancer quelques idées pour le débat sur 3 ou 4 points. On voit bien que le resserrement des conditions économiques liées à la réduction de la demande mondiale se traduit par un certain nombre de préoccupations qui se traduit déjà par, il y a des chiffres de croissance un peu moins élevés dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, et que cette situation met le doigt sur la nécessité qu'on aurait de faire des réformes plus profondes que celles qu'on a faites. Et une question quand même, c'est est-ce qu'on peut penser à faire ces réformes, et lesquelles d'ailleurs, donc je vais donner quelques indications, ce que l'on n'a pas fait dans des temps plus favorables, où il y avait un peu de marge budgétaire pour redistribuer, pour faire bouger un certain nombre d'équilibres, ce que d'une certaine façon le Chili essaye de faire en augmentant un petit peu les impôts sur les sociétés, qui était quand même une des variables principales pour pouvoir redistribuer et aller et résoudre une partie de ces questions d'inégalité, en tout cas combattre davantage cette inégalité. Peut-on le faire aujourd'hui dans des circonstances un peu plus difficiles où les tensions vont inévitablement devenir plus aiguës? D'ailleurs, si on regarde les pays qui ont été mentionnés et la typologie qui en a été donnée, est-ce qu'on peut voir dans ces pays de véritables réformes structurelles dans ces 10 dernières années, des choses profondes, marquantes? On a vu certes des innovations dans un certain nombre d'instruments de redistribution, du type cash transfer, enfin de transfert conditionnel, de lutte contre la pauvreté, mais au fond, est-ce qu'on a pris les choses en main pour réformer un certain nombre de points et capitaliser sur ces revenus de l'exportation primaire? Alors là encore, le Chili a fait un effort pour créer un fonds souverain. Mais dans d'autres pays,